Et j'invite notre seconde table ronde à venir me rejoindre sur la scène. Florence Jasmin, Fabrice Boissier, Anne-Marie Pérez, Éric Philippon. Deuxième table ronde sur les enjeux d'accompagnement, sur les enjeux de suivi de ces technologies vertes, de ces innovations. Alors, on a le plaisir d'accueillir effectivement un panel d'invités, d'experts sur ces sujets. Et je commencerai peut-être d'abord par Florence Jasmin, déléguée générale du PEX. C'est quoi le PEX? Le PEX, historiquement, ça voulait dire le plan export des éco-entreprises. Ça avait été créé en 2002. C'était un co-secrétariat ADEME et UbiFrance. Et c'est devenu une association en 2008. Et on s'appelle maintenant le Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. Alors le PEX, sa vocation, c'est de structurer la filière. Nos membres, ce sont les fédérations, syndicats, pôles de compétitivité, clusters de l'environnement et de l'énergie. Et on représente plus de 5000 PME en France. Bon, je vous en parlerai plus après. Mais... Alors justement, des milliers de PME, quel est l'accompagnement du PEX vis-à-vis de ces PME et vis-à-vis de l'innovation et donc des startups? Alors l'accompagnement, l'innovation, 2/3 des brevets déposés en France sont déposés par les PME. Donc l'innovation est surtout portée par les PME. Au quotidien, le PEX structure la filière pour être le plus efficace possible pour le développement des PME, de l'environnement et de l'énergie. Donc on travaille principalement sur 5 leviers qui sont l'innovation, le développement commercial, l'international, le financement et les ressources humaines. Et sur chacune de ces thématiques, on va mettre en place des solutions, des actions, des événements pour offrir de l'information et des mises en relation efficaces pour le chef d'entreprise. Je peux décliner maintenant. Donc sur l'innovation, notamment, c'est ce qu'on appelle les rencontres Ecotech Innovation, où on réunit l'écosystème sur un sujet spécifique. Donc ça permet aussi de connaître, d'identifier les acteurs. Par exemple, au mois de décembre dernier, on a fait un événement sur l'énergie. Donc c'était production et stockage décentralisé de l'énergie, où avec l'association des Instituts Carnot. Donc les Instituts Carnot, ce sont des laboratoires engagés dans la recherche partenariale. On a fait pitcher les startups, les PME, les laboratoires de recherche. Et on a aussi proposé à des territoires ou des grands groupes de présenter un challenge. Et tout au long de la journée, il y a aussi des rendez-vous qui sont organisés. Et donc, à la fin de la journée, il y a près de 200 participants. On a un taux de retour de 100% de satisfaction. Ce sont des événements très concrets. Et à la fin de la journée, les entreprises, en général, lors des événements qu'on organise, c'est souvent à Paris, on a plus de 60% d'entreprises qui viennent de province. Donc ça, c'est par exemple sur l'innovation. On va en faire 2 autres rencontres en fin d'année. Une sur les emballages et le plastique, on l'a évoqué ce matin, c'est un grand sujet. Et puis à nouveau sur l'énergie dans le cadre du contrat stratégique de filière sur le industrie des nouveaux systèmes énergétiques sur le volet innovation. Ça sera au mois de décembre. Alors peut-être une question sur votre regard porté sur les écotechnologies. Aujourd'hui, c'est quoi les tendances émergentes, les besoins? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'on aiguise aussi l'attention de nos startups sur les enjeux majeurs? Alors ça change. Moi, je travaille au PEX. Enfin, j'ai toujours travaillé dans les bureaux d'études environnement, donc on voit les tendances. Au niveau du PEX, on les sent par rapport aux événements qu'on organise, puisqu'on connaît la typologie des entreprises qui participent. Il y a 3-4 ans, c'était énormément sur l'efficacité énergétique. Donc, avec une pléthore d'entreprises qui faisaient du monitoring et du suivi. Ça a eu tendance, je pense, à structurer et puis à voir qui avait vraiment des solutions robustes. Il y a 2-3 ans, c'était très orienté sur 2 ans sur les déchets et l'économie circulaire. Et puis, récemment, on voit une forte appétence pour la ville durable. Donc, on avait déjà connu il y a quelques années. Mais il y a quelques années, c'était surtout piloté par les grands groupes dans une démarche. À l'époque, c'était Vivapolis ou la ville durable française à l'international. Et maintenant, on se rend compte que ces opérateurs, ces promoteurs immobiliers, ils ont besoin des innovations, des solutions, où on va chercher des solutions dans l'eau, dans la biodiversité, sur le confort, le climat. Et donc, ça, c'est une tendance forte actuellement sur la ville durable. D'accord, merci. Pour diversifier un petit peu, peut-être côté ADEME, gros opérateurs de l'État, gros financeurs de dispositifs d'innovation, comment aujourd'hui vous nous faites un diagnostic de la situation et des tendances? Oui, bonjour à tous. J'ai combien d'heures pour traiter ce sujet-là? 5 petites minutes. 5 petites minutes.
Le diagnostic, je partage un peu ce qu'a dit Florent, c'est qu'on a quand même une dynamique, on a des sujets qui prennent le top de l'actualité et qui changent, mais il ne faut pas se leurrer. La constante derrière tout ça, c'est que la transition écologique, elle devient de plus en plus globale, elle touche tous nos secteurs de la vie courante, tous les secteurs industriels, et dans une étroite interrelation entre tous les sujets. Donc quand on parle d'écotechnologie, en fait, on ne peut jamais imaginer qu'une écotechnologie va pouvoir prospérer en étant dans son couloir de nage toute seule sur un petit créneau parce qu'elle s'occupe, je ne sais pas, des eaux usées uniquement. Derrière, il y a toujours des interrelations à prendre en compte. Les eaux usées, ça s'intègre dans la ville durable. Il y a des enjeux de biodiversité derrière. Donc tout ça, ça ne peut pas se concevoir seul. Donc la transition écologique, aujourd'hui, mon diagnostic, c'est qu'elle est vraiment devenue systémique et de plus en plus urgente. Donc pour les écotechnologies, ça veut dire qu'il faut qu'elles se positionnent dans ce système très complexe. Alors ça a des conséquences en termes d'innovation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'innover avec des nouvelles solutions techniques, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'innovation au sens du XXe siècle, avec une vision un peu fermée de la propriété intellectuelle, où on va garder notre brevet, on va travailler tout seul, ça ne va pas marcher, parce qu'on n'aura pas la capacité d'aller assez vite, et d'aller assez loin, et d'aller assez en réseau. Donc on est aujourd'hui sur un nouveau modèle d'innovation, beaucoup plus ouverte, qui va être fondé aussi sur les communs, une notion qu'on développe beaucoup à l'ADEME, mais on n'est pas les seuls, parce qu'on veut développer de l'intelligence entre les acteurs et pas uniquement l'intelligence des acteurs. Ça veut dire qu'il faut s'intégrer dans les écosystèmes. Et donc là, on a justement des bons représentants d'écosystèmes. L'ADEME, on essaye d'apporter un peu notre brique, mais on n'est pas forcément les mieux placés, parce que finalement, c'est les entreprises qui sont les mieux placées pour parler entre elles. Nous, on apporte un peu de catalyse, un peu d'ouverture, et on apporte aussi un point sur lequel je voudrais insister. La transition écologique, il faut la voir aussi sur le long terme. Il faut la voir dans son urgence, il faut la voir dans son impact transformationnel sur notre monde. On ne peut plus penser incrémental. On ne peut plus penser en disant tiens, je vais apporter la petite brique qui va permettre de résoudre le petit problème local et qui va faire qu'on va gagner 5% de productivité ou 5% d'efficacité environnementale. Il faut qu'on réussisse à se projeter sur un monde qui va être forcément différent du nôtre, qui est un monde d'opportunités, mais sur lequel il faut aller avec une imagination, avec une projection de où on va aller. Et c'est peut-être là, on parlait un peu des grands groupes tout à l'heure, c'est peut-être là que les grands groupes sont moins agiles que les petites entreprises qui se développent, qui sont capables de se projeter dans des mondes très différents du nôtre. Pour reprendre l'exemple de la ville durable, thème à la mode, on a eu la première vague des grands groupes, et maintenant on se dit, mais ville durable, ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire quoi pour les habitants? Ça veut dire quoi pour les gens qui sont à l'extérieur, parce que la ville est en interaction avec son territoire? Ça veut dire quoi pour la gouvernance? On a par exemple à l'ADEME mené un projet avec l'IDRI et la FING, qui s'appelait Audacité, justement pour essayer de réunir les acteurs en disant projetons-nous sur cette ville durable, cette ville de demain. Cette ville, elle va être numérique, certes, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi les bénéfices environnementaux? C'est quoi les bénéfices sociaux? Et quand on fait ça, eh ben, on crée des imaginaires collectifs qui sont capables de nous tirer les innovations. On n'est pas uniquement sur une innovation poussée par la technologie, on est sur une innovation tirée par une vision de ce qu'on veut faire de nos sociétés. Et là, l'ADEME a un rôle à jouer parce que nous, on n'est pas seulement des financeurs, on est aussi des fournisseurs de visions du futur, à la fois des visions globales. On fait de la prospective à 2050 en disant voilà comment on peut voir le monde et la France dans un monde bas carbone, un monde sobre en ressources, un monde qui préserve la biodiversité. Et puis on essaie de traduire ça aussi dans les filières. Ça veut dire quoi pour la mobilité? Ça veut dire quoi pour les énergies? Et donc on essaie de donner des feuilles de route qui permettent à chacun des acteurs de s'inscrire, parce que c'est vrai que surtout quand on est une petite entreprise, c'est pas facile d'avoir la vision globale de tous ces enjeux, et donc on va leur donner un peu cette vision qui leur permet ensuite de travailler avec les écosystèmes pour contribuer dans cette vision globale. Merci. On est en train de cadrer l'arrivée du ministre, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Peut-être donner la parole à un pôle de compétitivité, on reviendra naturellement sur les échanges entre nous, mais les pôles de compétitivité, plus d'une soixantaine au niveau national actuellement. Vous dirigez un pôle de compétitivité sur les sujets énergétiques, donc vous avez une vision à la fois de l'offre des entreprises, des besoins, et donc aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette innovation dans ce domaine-là? Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos jeunes startups sur les sujets sur lesquels il doit être vigilant? Alors
Alors, je rejoins complètement ce qui a été dit par Florence et Fabrice. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'innovation, elle est de plus en plus horizontale et on sort des silos. Parce qu'on a parlé de mobilité, on a parlé d'énergie. Ben aujourd'hui, la mobilité et l'énergie construisent ensemble des solutions. Et donc, si ces deux écosystèmes-là ne travaillent pas ensemble, les solutions n'émergent pas. C'est pour ça qu'on a créé une alliance des pôles de compétitivité qui s'appelle Smart Energy French Clusters, où nous travaillons ensemble, nous aussi à notre niveau, entre les pôles énergie, les pôles numériques, et on travaille avec un pôle mobilité. J'espère que les prochains vont nous rejoindre rapidement, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont multi-énergie, multi-services, et ça grâce aux données dont on a parlé également ce matin, ces données qui permettent justement de traverser comme ça des secteurs qui jusque-là étaient organisés vraiment en silo. Donc ce qu'on observe, c'est ne pas être seul, associer tout de suite, en plus de la dimension technologique, toutes ces dimensions socio-culturelles, socio-comportementales, économiques, c'est évident, mais aussi juridiques, parce qu'il y a des nouvelles structures juridiques qui vont se mettre en place pour accompagner ces solutions. Donc, intégrer tout de suite ces données-là, ce qui peut permettre aussi d'avoir des solutions moins chères, moins coûteuses, parce que tout de suite mieux appropriées ou mieux ciblées sur le besoin des utilisateurs finaux. Donc, travailler dans de l'interdisciplinarité, le plus en amont possible. Et puis, ça suppose d'avoir une équipe extrêmement plurielle. Pas que des ingénieurs techno, mais aussi des gens issus d'autres univers pour venir apporter cette richesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que je peux souligner aussi, c'est que donc, les pôles de compétitivité travaillent sur des territoires donnés. Et on fait la même chose que ce que Florence a décrit tout à l'heure. On anime des écosystèmes, start-up, PME, grands groupes, structures de recherche, structures académiques diverses et variées, sur des territoires, avec des territoires, pour faire émerger ces solutions innovantes, les accompagner, c'est-à-dire rendre le projet robuste. Et donc, dans les pôles de compétitivité, nous décernons un label de pôles de compétitivité qui donne un atout aux entreprises et aux startups en particulier quand elles vont chercher des financements en disant voilà, notre projet il est robuste, il a été validé par le pôle de compétitivité et il a obtenu ce label. Et ça facilite bien sûr la recherche de financement public, privé et aussi européen, puisque une des ambitions de l'État, c'est d'aller chercher davantage de fonds européens. Et donc là, la bonne nouvelle, je le dis Horizon Europe. Horizon Europe, Horizon 2020 encore, encore d'actualité. Mais, et puis, il n'y a pas que ça, il y a des tas d'autres guichets. Il y a des guichets qui sont, excusez-moi pour le terme, je ne l'aime pas tellement, mais on va dire que c'est un terme technique. Donc, il y a des outils financiers qui sont proposés à l'Europe pour les PME. Donc là, on fait le dossier pour la PME ou la start-up et on va chercher du financement européen. Et puis, il y a des dossiers, des appels à projets de l'Europe qui sont un peu plus complexes puisqu'il faut se monter en consortium avec d'autres pays, d'autres entreprises, d'autres structures de recherche. Et là, les pôles de compétitivité, notre valeur ajoutée, c'est qu'on se repère dans cet autre écosystème et on peut accompagner les entreprises et les startups que vous êtes à aller chercher, donc à participer à ces programmes européens, à valoriser vos innovations, à valoriser vos démarches, vos visions. On a parlé de vision, on a parlé de mission tout à l'heure. Nous, on a le savoir-faire pour vous aider. On a aussi les partenaires dans les autres pays européens pour monter ces consortiums. Et donc, je disais, la bonne nouvelle, c'est que la France a un bon taux de conversion, c'est-à-dire quand on dépose des dossiers, on a un beau taux de succès. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est bien, on sait le faire. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on ne dépose pas assez de dossiers. Donc, au global, on peut considérer que la France ne capte pas, à hauteur de sa contribution à l'Europe, suffisamment de ces fonds qui financent la recherche et l'innovation.
Et pourquoi alors? Parce que ça fait peur, parce que c'est la vision, c'est trop compliqué, ça va prendre du temps. Alors les startups, forcément, nous on est trop petits, voilà. Donc vraiment, c'est notre rôle, ce sera vraiment nos missions, et c'est la mission que nous a confiée l'État pour les 4 années qui viennent, c'est de vous aider, de démystifier, de faire témoigner des startups qui ont réussi, de leur faire témoigner de ce que ça leur apporte, aussi de travailler avec des partenaires internationaux, parce que ça rapporte en termes d'enrichissement, d'élargissement, etc. Et puis ça rapporte en termes de business potentiel, puisqu'on connaît d'autres écosystèmes, on se fait connaître, et c'est comme ça qu'on vend et qu'on passe à l'échelle. Merci. Un mot peut-être, monsieur Éric Philippon, Famae, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Alors, Famae, moi je suis ici, j'illustre un petit peu un animal un peu hybride qui est à la fois un fonds et une fondation. Moi j'ai passé 20 ans dans l'investissement, j'ai fait beaucoup de private equity. J'ai investi 2 milliards participé à l'investissement de 2 milliards dans 200 sociétés en 20 ans, notamment beaucoup d'énergie renouvelable, éolien, solaire à l'époque où ça démarrait, il y a une douzaine d'années. Et j'ai changé il y a 2 ans, j'ai décidé de faire un petit peu écho à ce que disait Frédéric Mazzella. D'ailleurs, il faut avoir un moment, il faut se dire, on va dans le mur. Et donc moi, le changement, ça a été de me dire, le monde que je vais laisser, ou que nous allons laisser à nos futurs petits-enfants, parce que moi, mes enfants ont 10 à 18 ans, c'est un monde de merde, si on fait rien. Littéralement. C'est-à-dire que moi, je visualise ça en disant mes petits-enfants, mes futurs petits-enfants, ils connaîtront 2100. Et 2100, on sait que c'est abominable au train où on va. Moi, je serai mort dans 30 ans, donc ça, c'est pas très grave. Et même mes enfants, à la limite, ils connaîtront pas 2100, mais eux, enfin, leurs enfants à eux connaîtront 2100. Et ça, c'est le truc qui me touche profondément. Donc moi, j'ai pris la décision, j'ai eu la chance et peut-être un petit peu de compétence de gagner un peu d'argent, de remettre 50% à disposition pour financer justement des technologies vertes. Pour réduire l'empreinte environnementale. Et Famae, on fait un concours chaque année sur une thématique. Donc l'année dernière, c'était sur les déchets. On a financé pour 1 million. On a eu des lauréats assez marrants, notamment la couche 100% biodégradable, les alchimistes, les gens doivent connaître dans la salle, etc. Cette année, c'était sur l'eau, donc on avait 2 millions. On a eu des trucs super, notamment Mascara, qui fait du dessalement solaire. Donc il y a le président du conseil de surveillance qui est dans la salle. Voilà. Allez le voir aussi, Olivier Dupont, Demeter, un grand fonds qui investit dans l'environnement. Voilà, donc on fait des trucs assez marrants. Et moi, ce que je voulais dire ici, soutenir l'essor des technologies vertes, pour ceux qui sont dans la salle, j'imagine, il y en a pas mal qui cherchent à développer leur business. En fait, ce dont vous avez besoin, il y a 3 choses. Il y a de l'argent, effectivement, ça c'est un peu important. De l'accompagnement, parce qu'il ne faut pas imaginer faire tout seul, on n'est jamais bon pour tout faire, à la fois, par exemple, de l'industriel et du commerce, et des clients. Et ce qui est intéressant, c'est que le secteur public, le régulateur, il fait quand même énormément de choses sur les 3 composantes. Puisque le financement, l'ADEME, vous n'en avez pas parlé, mais enfin, je crois qu'il y a bientôt une annonce d'un fonds assez important. Enfin, je ne veux pas dévoiler un truc, mais et puis l'ADEME a déjà énormément d'argent. Donc il y a pas mal de guichets. Le terme, le terme existe, les gens l'utilisent. Vous avez parlé pudiquement des fonds FEDER, je crois qu'on n'en utilise que 50% en France, et c'est des montants qui sont juste colossaux, je ne sais plus, c'est genre 15 milliards, on en utilise 7 ou 8. Enfin, donc il y a de l'argent disponible, donc ça c'est le premier angle. Deuxième angle, sur l'accompagnement, on parlait des incubateurs, des clusters, des pôles d'excellence. Allez-y, il y a énormément de gens qui peuvent vous aider. Il n'y a pas forcément de l'argent, mais l'accompagnement, il est critique. Et le client, mais c'est vrai que l'État, enfin les collectivités publiques, sont des clients d'ailleurs assez naturels de toutes ces nouvelles technologies. Le changement du code des marchés publics, il va y avoir une annonce tout à l'heure, visiblement une première mondiale, donc j'imagine que c'est en faveur... 14h20. 14h20, attention. Donc voilà, donc vous avez finalement les 3 composantes, vous les avez. Alors après, sur le financement, je voulais juste dire un mot sur des sources de financement auxquelles vous n'allez peut-être pas penser. Et une nouvelle fois, je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric Mazzella. Il dit qu'il faut avoir une mission. C'est ça le truc clé. Il faut être motivé, il faut avoir envie de se lever tous les matins en disant j'y vais pour ça. Si vous ne l'avez pas, passez à autre chose. Enfin, sincèrement, parce qu'il y a tellement de moments très bas où vous dites mais non, je suis une merde, j'arrive pas à lever d'argent, mon client il veut pas mon produit. Et lui, il est passé exactement par toutes ces phases. Et toutes les startups passent par ces phases, je vous rassure. Et puis il y a des moments où on se dit waouh, le mec, on est sorti du rendez-vous, super, il m'a signé un bon de commande. Ah merde, je l'ai pas rédigé le bon de commande, comment je fais? Ça, vous allez passer par ça. Donc si vous n'avez pas la grinta, comme on dit en Argentine, en rugby, ou le fighting spirit, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est la mission. Et
Ça, typiquement, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je parlais de ça? Je parlais de la mission. Accompagnement. Oui, pardon. Alors voilà, ça y est, je retrouve le fil de ma pensée. La mission, pour rebondir là-dessus, il y a des investisseurs que vous connaissez peut-être moins, qui sont les fonds à impact. Et je voulais mentionner parce que c'est une branche de la finance. Moi, je représente un peu la finance, la finance verte, durable et tout. Mais les fonds à impact, ils commencent à émerger. Alors, ce n'est pas encore les fonds de VC qui ont plusieurs milliards ou dizaines de milliards à investir, mais il y a peut-être plusieurs centaines de millions à investir. Et de plus en plus, les fonds à impact s'intéressent à l'impact environnemental. Et donc, regardez, googliser fonds impact en France, des gens comme Citizen ont lancé un fonds early stage, les gens Alter Equity, etc. Il y a plein de gens qui existent. Futur Positive Capital qui vient d'annoncer sa levée de fonds. Ce n'est pas des gros montants, mais c'est des gens, c'est des guichets que vous pouvez aller voir, c'est les fonds impact. Et un deuxième guichet auquel on pense moins quand on est start-upper, c'est les fondations. Alors, c'est moins facile, mais il y a des très grandes fondations qui bougent et qui vont effectivement dans le sens, enfin on est tous convaincus dans cette pièce, et les fondations, elles commencent aussi, avant, elles donnaient juste des sortes de 10, 15, 20 000, 30 000 à des projets, donc elles en donnaient plein. Et là maintenant, elles commencent, même sur leur partie investie, parce qu'une fondation, ça a beaucoup d'argent que ça place en bourse, dans l'immobilier, etc. Même sur cette partie investie, nous, on a constaté qu'il y avait des fondations qui commençaient à basculer, certaines depuis plusieurs années. Je pense à la fondation Carasso notamment, qui est une des plus grandes fondations françaises et qui c'est les fondateurs de Danone. Le chiffre est public, donc ils gèrent 500 millions. Ils ont décidé de consacrer 15% à l'impact. Je veux dire, c'est 15% fois 500 millions, ça fait 75 millions. C'est pas neutre. Donc, c'est des sources, la Fondation de France, c'est des guichets, entre guillemets, auxquels vous pouvez penser, parce que c'est des gens qui commencent, pour certains, à aller investir vraiment du vrai argent, des centaines de milliers d'euros, ou 500 000 ou 1 million, dans des projets émergents. Et eux, ils ont une appétence au risque plus fort, puisqu'ils sont très sensibles à l'impact que vous allez apporter. Par contre, il faudra démontrer que sur l'impact environnemental, vous êtes super fort. Voilà, si je pouvais juste donner quelques... Merci sur ces premiers éléments, donc de l'argent, de l'accompagnement des clients. Revenons un instant sur l'accompagnement. L'OPEX. Quelle offre d'accompagnement aujourd'hui, avec peut-être cette spécificité d'aller aussi sur des sujets qui ne soient pas financiers, mais qui soient aussi RH, d'accompagner cette innovation sous d'autres aspects? Oui, alors juste pour compléter sur le financement, puis après j'aborderai les autres sujets. Sur le financement, on avait sorti il y a 2 ans, avec le soutien de l'ADEME, l'annuaire des investisseurs et des plateformes de crowdfunding. Toujours dans cette logique, le chef d'entreprise, il n'a pas le temps. Et il n'a pas de temps à perdre, et donc il faut aller à l'efficacité. Donc cet annuaire, bon, il est perfectible, normalement il va y avoir une nouvelle version, mais très intéressant de s'intéresser aussi au fonds impact et compléter, c'est de donner de la visibilité. Par exemple, je suis une start-up, je cherche 300 000 euros ou 400 000 euros en amorçage sur les énergies renouvelables, tout de suite j'ai la liste des fonds qui peuvent répondre, et avec un point de contact direct. Donc ça évite de perdre du temps en disant, parce qu'il y a des fonds, ils ne vont pas investir en dessous d'1 million, ou vont faire que du co-investissement, et donc voilà, ça permet les plateformes de crowdfunding aussi. On a sorti avec le soutien de l'ADEME des fiches pratiques sur la levée de fonds, comment faire appel à une plateforme de crowdfunding. Donc tous ces outils sont disponibles sur notre site. Donc il y a l'aspect financement qui est fondamental. Les autres sujets, par exemple le développement commercial. Donc on parle des collectivités qui ont des besoins de solutions innovantes, mais il y a tout l'aspect comment sensibiliser ces personnes-là en capacité d'acheter des solutions innovantes. Et donc il y a les collectivités, les grands groupes, c'est pareil, c'est pas inné. Donc moi, ça fait 7 ans que je suis OPEX. Avant, je travaillais dans des bureaux d'études d'environnement. Et depuis que je suis OPEX, je me bats tous les jours pour que les acheteurs, les responsables environnement, développement durable, enfin tous ceux directeurs innovation, qui sont en capacité d'acheter des solutions innovantes, aient envie de rencontrer la PME, la start-up. Eh bien, on croit que c'est simple, c'est très très compliqué. Il y a des grands groupes qui jouent le jeu, il y en a plein qui ne jouent pas le jeu. Et puis, s'ils viennent rencontrer l'entreprise, c'est qu'il y a un suivi au sein de l'entreprise, du grand groupe après, en disant « Ok, j'ai vu telle solution, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Et qui transmettent bien à ses collaborateurs et qui a un véritable engagement. Et c'est toute cette logique qu'il faut changer. Et au niveau des collectivités aussi, on a fait avec l'ADEME Île-de-France une étude sur les besoins des territoires franciliens au regard des enjeux de la transition écologique, énergétique et économie circulaire. Donc d'identifier quel était le bon point de contact dans les collectivités qui avaient envie de répondre au questionnaire, c'est compliqué.
Et maintenant, on va rentrer dans une étape complémentaire qui va être des mises en relation. Donc ça, c'est une journée qu'on organise à l'hôtel de Roquelaure le 4 juillet. Bon, c'est spécifique à l'Île-de-France. Il y a les pôles aussi qui font ce travail tous les jours. Donc mon conseil, quand on est une start-up, une PME, c'est de se rapprocher d'un pôle de compétitivité, d'un cluster, d'une fédération. C'est pas parce qu'on est membre d'un que ça va suffire. Parfois, il faut avoir une vision complémentaire. Si on va à l'international, il y a aussi le Club ADEME international qui fait plein de choses très utiles pour les entreprises. Donc c'est d'avoir cette vision. On parle de système, mais systémique en même temps sur le financement, l'innovation, l'international, et donc sur les aspects ressources humaines. Donc c'est un axe sur lequel on travaille depuis 2 ans. En fait, c'est la Directive de France qui nous a demandé d'aller plus loin. Alors on peut se dire pourquoi ? Parce que un chef d'entreprise, ça reste un chef d'entreprise. Globalement, on considère que c'est une filière stratégique, donc on veut mettre des moyens supplémentaires. Et on se rend compte qu'en fait, les chefs d'entreprise, ils sont démunis. Les chefs de PME, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les compétences. Donc l'étude qu'on a faite sur l'Île-de-France montre que sur les dirigeants des éco-PME, donc c'était sur plus de 100 entreprises, il y en a moins d'1 sur 10 qui a suivi une formation en management ou ressources humaines. D'où l'importance aussi d'avoir des accélérateurs comme celui qui va être lancé par l'ADEME et BPI France sur l'énergie, mais qu'il y ait toutes ces structures d'accompagnement pour faire monter en compétence le dirigeant, qui lui permettent de développer son entreprise, et puis sur le recrutement. Le recrutement est le frein ou le problème numéro 1 identifié par les dirigeants des PME. Donc en Ile-de-France, on avait fait une enquête sur 400 entreprises. C'était le recrutement qui arrivait en numéro 1 avant le financement. Et donc il y a 97% des personnes qui ont répondu vouloir recruter, vouloir ou ne pas savoir, que 3% ne pas vouloir. Et en moyenne, c'était 3 collaborateurs. Et il faut savoir qu'une PME de l'environnement, en moyenne, c'est 15 collaborateurs. Donc c'est énorme. Mais ces chefs d'entreprise, ils ne savent pas comment recruter et ils ne savent pas accompagner le recrutement aussi. Donc il y a tout un champ encore à développer. Donc un enjeu très important pour le PEX, adressé depuis maintenant le 2 PEX, ans. Effectivement. Mais voilà, mais c'est important de passer le message aussi aux startups. Si vous rencontrez des difficultés de financement, ils ont un peu le réflexe vers qui se tourner, mais sur des difficultés de recrutement, c'est peut-être plus nouveau. Donc c'est aussi important de pouvoir évoquer ce sujet-là. L'ADEME peut-être, donc que vous ne soyez pas frustrés. La dimension investisseur, vous nous en dites un mot. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes sur quoi? C'est quoi cette dynamique dont on a besoin? Oui, effectivement, l'ADEME a beaucoup d'argent. Bon, en fait, c'est pas qu'on l'a, c'est qu'on essaye de le mettre à disposition des acteurs de la transition écologique, et notamment sur l'innovation, on est très présent puisqu'on est opérateur des investissements d'avenir, je crois qu'il a été évoqué par Vivien Schwartz tout à l'heure, avec notamment un outil qui est le concours d'innovation qui s'adresse spécifiquement aux PME, donc en phase déjà après l'amorçage, puisqu'on va financer des projets de l'ordre de 600 000 euros au total, et donc nous on va apporter des aides à partir de 200 000 euros. Mais ça permet quand même de passer ensuite une marche pour gagner des nouveaux marchés, pour éventuellement sortir d'une niche initiale sur laquelle était la start-up. Et ça crée derrière, puisque il n'y a pas seulement l'aspect financier, ça crée une dynamique pour l'entreprise pour 2 raisons. La première, c'est que nous, on ne se considère pas comme un guichet. J'aime pas beaucoup ce mot-là, effectivement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dépose un dossier à l'ADEME? À l'ADEME, on va l'instruire d'un point de vue technique de manière assez approfondie. On va challenger le projet. Alors c'est parfois un peu rugueux. Certains nous disent, disons que les experts de l'ADEME, on est un partenaire. Voilà, on est un partenaire. Mais tous les gens qu'on accompagne nous disent qu'après, effectivement, ça leur permet d'améliorer leur projet parce qu'ils n'avaient peut-être pas vu certains effets de bord de leur solution, qu'ils ont pu améliorer certains points, que ce soit sur le point technique, économique ou environnemental. Et donc, voilà, il y a cet accompagnement dans le dialogue avec l'ADEME lors de l'instruction. Et le concours d'innovation, l'année dernière, c'était 150 entreprises qui ont été lauréats. On est en train de dépouiller la première vague 2019, et donc dans quelques semaines, il y aura les résultats. Et on va relancer très prochainement une deuxième vague, puisqu'on fonctionne sur 2 vagues par an. Et donc, c'est des pas de temps très rapides, puisqu'en 3 mois, on instruit les dossiers et les entreprises ont la réponse. Après, il y a le programme investissement d'avenir des démonstrateurs de la transition écologique, qui là va adresser des plus gros projets, souvent avec des grands groupes, parce qu'on a des projets qui peuvent être en plusieurs millions d'euros, mais derrière, il y a extrêmement souvent, même dans la plupart des cas,
des laboratoires de recherche et des PME qui sont associés, parce qu'elles apportent des briques technologies, elles apportent une ouverture aux grands groupes, et donc là aussi, il y a des opportunités. Donc le travail de se mettre en relation avec des grands comptes pour porter des innovations, c'est aussi un passage obligé, et il ne faut pas hésiter à utiliser tous les vecteurs qui ont été évoqués dans la mise en relation des écosystèmes, justement pour accéder à cette marche-là. Et puis l'ADEME aussi, son rôle dans l'accompagnement, c'est d'accompagner aussi les accompagnateurs. Le PEX, on a dit, a été créé à l'initiative de l'ADEME il y a fort longtemps déjà, et on continue à travailler très fréquemment. Florence a évoqué quelques projets qu'on a pu faire ensemble. On travaille avec la BPI, donc là on est en train de mettre en place un accélérateur pour les PME du domaine des écotechnologies. On est encore en train de recruter, donc vous pouvez vous manifester auprès de la BPI là, dans les semaines qui viennent. On va lancer ça à l'automne. L'idée, c'est d'avoir une promotion de quelques dizaines d'entreprises qui vont avoir un programme par la BPI, hyper professionnel. C'est pour qu'au bout d'un an, l'entreprise sorte en ayant boosté son taux de croissance, ses perspectives de marché, et c'est très efficace puisque ça a déjà été fait sur d'autres secteurs, et donc là, on l'applique aux écotechnologies. Un dernier exemple d'animation que l'ADEME peut faire aussi, sur un exemple sectoriel, on avait lancé l'idée de fabrique des mobilités il y a quelques années, donc sur le secteur de la mobilité. L'idée, c'est de mettre en place un écosystème des acteurs autour de la notion de commun que j'évoquais tout à l'heure, justement pour accélérer les innovations ouvertes. Maintenant, la Fabrique des mobilités est une association qui vole de ses propres ailes. Il doit y avoir une petite centaine de startups, des grands groupes, des collectivités qui sont là, qui sont en train d'inventer les solutions d'innovation de demain autour de commun. Et quand on fait, nous, nos projets, nos appels à projets sur l'innovation, par exemple sur le véhicule autonome, on est aussi vigilant à ce que les lauréats vont contribuer à la production des communs, tout ça pour alimenter cette boucle vertueuse d'innovation. Et puis enfin, dernier aspect que je voulais souligner, c'est l'aspect géographique. On a tous des territoires, et donc il faut s'insérer dans l'écosystème territoriaux. Les pôles de compétitivité sont des très bons exemples. L'ADEME est aussi présente dans chaque région et peut contribuer à faire la mise en relation, non seulement côté entreprise, mais aussi côté collectivité, qui sont des bons clients dans le secteur des écotechnologies. Et puis la géographie, c'est aussi le vaste monde. Et donc sur l'export, Florence évoquait le club ADEME International. On a notre cheville ouvrière qui est dans la salle, Olivier Chazal. Ne manquez pas d'aller le voir tout à l'heure pour rejoindre ce club, qui est un club animé par l'ADEME, qui regroupe 130 entreprises, ou je ne sais plus exactement le chiffre exact, mais qui apprennent à partir ensemble à l'export, qui profitent des expériences des uns et des autres, et qui permettent aussi là de conquérir de nouveaux marchés. L'Afrique est un domaine extraordinaire en termes d'enjeux pour la transition écologique mondiale. C'est aussi un enjeu pour développer la collaboration, la coopération entre les entreprises de France ou d'Europe et les entreprises africaines qui émergent et qui sont de plus en plus actives. Et donc là aussi, c'est des vecteurs de croissance, c'est des vecteurs de développement d'innovation. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en Europe, qu'on peut faire en Afrique, et réciproquement. Et donc ça, il faut que les entreprises s'emparent de ces sujets-là. Merci. Côté pôle de compétitivité, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, guichet européen, etc. Mais on sait bien qu'avec la phase 4 des pôles de compétitivité, il y a une impulsion de l'État de positionner les pôles de compétitivité sur cet accompagnement des petites entreprises et des startups sur les sujets d'innovation au niveau européen. Donc tout ça, comment c'est construit? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Pour gagner à l'Europe, il faut avoir des alliés européens. Donc, les pôles de compétitivité, ceux que j'ai cités tout à l'heure, on va mettre en commun déjà nos propres réseaux avec des clusters européens, avec des entreprises européennes avec lesquelles on a appris à travailler d'ores et déjà. Et donc, on va se constituer et renforcer ce réseau de partenariat. Et donc, le 20 juin, on organise à Paris pour les entreprises une information sur les dispositifs européens qui sont ouverts et disponibles. Et puis en novembre, on organisera à l'occasion du salon Energy Utility Week, qui se tiendra au mois de novembre, ici à Paris. On organisera à côté de cet événement une rencontre justement avec les écosystèmes européens pour renforcer ce réseau. Donc on offre ce réseau qui permet d'aller en consortium, porter des projets, répondre à des projets européens. On va offrir aussi, et on a déjà la pratique de ça, mais on va l'intensifier,
On va aussi accompagner les entreprises. Finalement, nous, on fait du sur-mesure parce qu'on connaît bien l'entreprise, on connaît bien son projet, on connaît bien sa vision, on connaît bien où elle en est par rapport à son cycle de développement économique. On sait à quel moment c'est opportun d'accélérer et sur quelle nature de projet elle peut apporter une contribution et réussir. Donc ça, on fait du sur-mesure pour convaincre les entreprises. Et là, il y a un énorme travail pour convaincre les startups, les PME, d'aller chercher plus de fonds européens et aussi de partir à l'international. Parce que c'est pas spontané, c'est compliqué, c'est loin, on n'est pas sûr d'être payé. Enfin, il y a beaucoup d'a priori, de freins, de peurs. Donc là, on va faire du sur-mesure pour les emmener là où on pense que le produit en question ou les produits de la société ont des chances effectivement d'intéresser le pays ou les interlocuteurs que l'on a. Donc on va accompagner les entreprises, notamment dans des salons internationaux qu'on va cibler. On va les aider à se préparer à aller sur des salons internationaux. Qu'est-ce qu'on fait avant le salon? Qu'est-ce qu'on fait pendant le salon? Qu'est-ce qu'on fait après le salon pour entretenir, relancer les contacts? Tout ça, ça s'apprend, c'est pas inné, et donc c'est notre rôle de mettre le pied à l'étrier en quelque sorte et de partager avec les autres startups et PME qui ont déjà fait ce chemin-là, parce que c'est aussi quand on parle de pair à pair, c'est plus facile, c'est plus convaincant, c'est plus concret. On se parle des vrais sujets qui nous préoccupent, qui nous intéressent. Donc on va apporter cet accompagnement-là aussi. Et puis à l'Europe, on va travailler en amont. Je ne vais pas dire qu'on va l'oublier, parce que s'il y a des micros, je vois qu'il y a une caméra là, il ne faudrait pas que ça soit enregistré, mais l'idée, c'est vraiment de travailler en amont pour dire finalement qu'est-ce que l'écosystème français. Alors là, je parle pour l'énergie, le numérique et la mobilité, mais c'est vrai pour les autres sujets. Sur quoi on peut continuer à travailler en matière d'innovation, et finalement, où est-ce que le système français il est un peu plus en avance que les autres, pour que les appels à projets européens soient écrits dans ce sens-là et qu'on ait plus de chances de les obtenir. Enfin, c'est assez basique ce que je dis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va travailler en amont. Il y a toute une organisation européenne que je ne vais pas détailler ici, mais par exemple, à Cap Énergie, on a un point de contact national énergie, c'est-à-dire c'est la personne avec qui l'Europe travaille pour préparer les futurs appels à projets, et c'est le point de contact français. Il se trouve qu'il est à Cap Énergie, donc voilà, on va travailler pour tous les pôles énergie et puis pour tout l'écosystème, justement dans ce sens-là. Donc on va travailler en amont. On va aider concrètement les entreprises à se positionner dans des consortiums, à écrire les dossiers et de façon à ce qu'ils aient de la force et qu'ils soient retenus. Ensuite, bien sûr, on va les aider à mettre en œuvre. Nous-mêmes, les pôles de compétitivité, on participe à des projets européens. Moi, en ce moment, j'en ai 4 qui sont en cours. Et donc, on apprend en le vivant pour nous-mêmes. On apprend aussi comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et puis, on aide les entreprises à partir à l'international. Donc un enjeu d'influence collective essentiel, et effectivement. C'est vraiment du réseautage, et quelqu'un disait tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est la confiance. Pour avoir confiance, il faut se connaître. Et pour se connaître, on peut se connaître par les réseaux sociaux, mais se connaître aussi comme ça physiquement, se rencontrer physiquement, ça a énormément de force. Et on voit bien, Florence le disait tout à l'heure, ces rencontres qu'on organise vraiment en ciblant pourquoi ces deux entreprises vont se rencontrer, ou pourquoi on va faire se rencontrer ce laboratoire de recherche avec telle entreprise. Ça, quand on sait le faire, et c'est notre savoir-faire au PEX et au pôle de compétitivité, et on le fait souvent avec l'ADEME aussi et les autres partenaires, on accélère le marché. C'est-à-dire que ce que nous disent les startups, ce que nous disent les PME, c'est qu'on leur fait gagner 6, 9 mois, 1 an de développement. Donc se connaître, se rencontrer physiquement sur des échanges ciblés, ça fait gagner du temps, ça crée de la confiance, et puis c'est comme ça qu'on fait des affaires ensemble, qu'on fait des projets ensemble et qu'on innove. Merci. Un mot peut-être côté fondation. Est-ce qu'il y a une spécificité
dans le monde des fondations, dans l'accompagnement de vos startups Alors, pour nous, moi je suis un investisseur, donc que je sois investisseur ou fondation, je fais la même chose, c'est-à-dire je suis dans des conseils de surveillance, j'accompagne le networking, faire rencontrer des clients potentiels, aider pour le recrutement effectivement, mais aussi trouver un avocat qui va travailler quasi gratuitement pour aller rédiger les statuts ou déposer un brevet, rédiger un pacte d'actionnaires. C'est des choses qui paraissent minimes, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est quand même vachement utile. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vous donner d'argent, mais qui peuvent donner du temps, hein, même, on ne va pas les citer, mais les Big Four, les grands cabinets d'avocats ou les petits d'ailleurs, c'est des gens qui font du mécénat aussi de compétences. Alors il faut aller trouver la bonne personne, et c'est des gens qui vous donnent du temps gratuitement, donc un temps d'avocat, un temps de comptable, etc. Donc moi j'ai une approche d'investissement assez classique. Après les fondations en général sont plus calmes, vont être beaucoup plus un peu en retrait. Mais elles vont être beaucoup plus sensibles à l'impact et moins sensibles, alors je devrais peut-être pas le dire, mais moins sensibles à la rentabilité. Ça, c'est un peu simpliste comme vision, mais disons qu'elles vont accorder un poids plus fort à l'impact qu'à la rentabilité. Alors qu'un fonds d'investissement classique, un fonds de VC, enfin les fonds de VC que vous connaissez tous, les Daphne, les machins, les trucs, les Partech, ils vont accorder un poids très très fort à la rentabilité de leur investissement parce qu'ils payent très cher leur rentrée au capital de la jeune start-up. Et un peu moins à l'impact, sans faire offense à ces gens-là. Donc c'est vrai que les fondations ont peut-être un centre de gravité qui est plus tiré vers l'impact, la mission, la réduction de l'empreinte environnementale, l'amélioration de l'impact social aussi, beaucoup. Merci. On a le temps pour 2-3 questions. Est-ce que... Je viens. Question dans la salle sur nos invités, sur les dispositifs de financement, d'accompagnement. Vous attendez tous le ministre, en fait, c'est ça? C'est la frustration de la tante ministre. Laissez-moi juste le temps de regarder mon message. Ministre toujours à Matignon. Une question, je fais le tour là-bas. Bonjour, j'ai une question pour Fabrice Boissier. Je m'appelle Raphaël De Tenne, j'ai fondé une entreprise qui fabrique des jus de légumes, donc pas très techno, mais on se retrouve dans une situation un peu particulière avec Citeo. On parle de soutenir l'essor de technologies vertes. Aujourd'hui, Citeo nous impose un malus pour des bouteilles qui sont issues du végétal, donc qui sont une alternative au plastique qui est compostable et biodégradable. On se demande quel est le sens aujourd'hui en France de malusser des alternatives au plastique. On parle de soutenir l'essor de technologies vertes. On se demande ce que l'ADEME peut faire pour que cette situation change au plus vite, parce que c'est vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Alors c'est une excellente question qui vient complètement illustrer mon propos initial sur la complexité du monde de la transition écologique. La question des plastiques, elle est prégnante. On voit qu'elle émerge comme un des sujets clés pour réussir la transition écologique. Le problème, c'est qu'il faut faire évoluer notre système de production, notre système de consommation, notre système de gestion des déchets, tout ça en même temps. Et c'est très très complexe, hein, parce que ça fait intervenir une multitude d'acteurs, ça fait intervenir des technologies, ça fait intervenir des comportements, et bien sûr ça fait intervenir des questions financières importantes. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à organiser cette transition en ayant en tête de trouver des alternatives, effectivement, de bien les qualifier au niveau individuel, mais de les qualifier aussi dans leur vertu collective sur l'ensemble du système. Et c'est vrai que créer des alternatives au plastique avec du biosourcé, du compostable, ça peut paraître intéressant. Encore faut-il qu'on réussisse à l'inscrire dans un système qui effectivement fait que ces plastiques vont se retrouver dans des situations où elles ont une analyse en cycle de vie qui soit effectivement meilleure que d'autres alternatives, qu'en fin de vie, avant de passer à la fin de vie d'abord, qu'elles permettent du réemploi, puisque c'est quand même le premier axe pour diminuer l'impact, donc c'est développer le réemploi. Et troisièmement, qu'en fin de vie, on va pouvoir garantir
que leur impact va être effectivement maîtrisé. Si elles arrivent en compostage, très bien. Si elles se retrouvent dans la nature, ça peut poser d'autres problèmes. Donc voilà, il faut regarder ça dans son ensemble. Et je ne dis pas que Citeo ne fait rien, mais c'est quand même un problème complexe à aborder pour pouvoir le gérer collectivement. Donc, il faut passer cette phase où on cherche des alternatives, on essaie de les qualifier, et ensuite on réussit à trouver des modes qui permettent de les intégrer dans la chaîne d'ensemble. Voilà, la logique du malus, elle est, je ne vais pas la débattre ici. Il se trouve que c'est le système actuel qui permet de qualifier les contributions des emballages au système de collecte et de recyclage, et que dans l'état actuel du système, eh ben, les nouveaux plastiques ont du mal à s'intégrer. Donc comment est-ce qu'on fait évoluer ça? C'est une vraie bonne question, mais on ne peut pas nier que Citeo doit aussi respecter la mission qui est la sienne, qui est d'organiser un peu justement ce système de fin de vie des plastiques. Oui, alors c'est un cas qui est très connu, hein. 2 éléments de réponse très concrets. Est-ce que tu as démontré que ton produit il pouvait être mis dans la poubelle organique et que le compost et que le process de compost il se décomposait vraiment? Parce que si c'est le cas, bah, tu dois être mis dans la poubelle organique. Alors, c'est un peu embêtant parce que tu es un emballage et ça, c'était pas prévu dans la vision du monde. Tu es un peu orthogonal. Mais il faut que tu le démontres aussi. Il ne faut pas dire je suis biodégradable. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont biodégradables et je ne mets pas en doute ce que tu dis, mais les PLA, etc., il y en a c'est des sombres merdes. Enfin, 3 ans plus tard, vous connaissez tous l'expérience des Anglais, ils les sortent de terre, boum, le truc, tu peux aller faire tes courses. Donc, je peux être biosourcé, mais je ne suis pas forcément biodégradable, hein, attention. Donc, déjà, il faut que tu le démontres parce que si tu t'inscris dans ça, bah fine, il va falloir un peu tractionner la réglementation, mais c'est bon, mais il faut que tu le démontres. Donc la première réponse, c'est d'abord ça, il faut que tu le démontres. Si tu cherches des gens pour le faire, je vais faire de la pub pour des mecs très bien dans les déchets qui s'appellent, il y en a quelques-uns en France, mais il y a notamment le SMICVAL à Libourne, des types qui font des expérimentations incroyables. Et en termes de compostage, etc. Mais c'est eux aussi qui font des tests de compostage de couches, etc. J'aime beaucoup les couches parce que c'est des grands pollueurs, hein, les enfants. Et enfin, on est des grands pollueurs. Et donc, si tu cherches quelqu'un pour aller tester, si tu as besoin de le tester, il y a les gens du SMICVAL. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui existe, on n'a pas prononcé le nom, c'est aussi le régulateur qui l'a créé, d'ailleurs c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est France Expérimentation. Donc si tu as besoin d'une ombrelle protectrice, pour aller voir les gens de Citeo, qui au passage, je les connais bien, ils sont effectivement emmerdés par ton histoire. À mon avis, France Expérimentation, c'est la bonne porte. Alors, je ne sais pas très bien où elle est, mais... On l'a déjà prouvé avec les Alchimistes, qui est un composteur industriel qui est dans le nord de Paris. Donc, nos bouteilles se compostent en moins de 7 semaines. Attention, il y a le compost, excusez-moi, il y a le compost industriel des Alchimistes qui accélère le compost naturel. Exactement. Et la plupart des gens ne font pas du compostage industriel en France. Il y a 1% des Français qui ont un compost à la maison. Non, je te parle des plateformes qui collectent les déchets organiques. Oui, donc comme Moulineau, par exemple. Oui, mais les plateformes qui font ça, elles laissent faire la nature, donc ça monte en température assez longtemps, etc. Mais c'est au cœur chez Moulineau, alors qu'il ne chauffe pas, il y a 70 degrés au cœur des andins, et ça permet, et nos bouteilles répondent à une norme européenne qui est de se dégrader en moins de 80 jours dans un compost industriel. Donc au bout de 80 jours, il n'y a plus une seule trace des bouteilles dans le compost, contrairement à une bouteille en PET qui, même si elle est recyclée 2 fois, 3 fois au max, en théorie elle peut être recyclée 7 fois, en réalité, le plastique ne revient pas à sa forme initiale. On peut faire d'une bouteille en plastique un pare-choc de voiture, mais on ne peut pas faire d'une bouteille en plastique une autre bouteille en plastique. Donc, et cette bouteille en plastique, au bout de 400 ans, elle sera encore là. Elle sera là soit sous sa forme initiale parce qu'elle aurait été jetée dans la nature, soit sous la forme de microparticules. La question, c'est quel intérêt aujourd'hui on a à maluser une alternative au plastique qui est 100% issue du végétal, qui est, que ce soit neutre, qui n'est pas un bonus, pourquoi pas, mais qui est un malus que je paye. Yumi. C'est une super question, mais je ne suis pas sûr. Ok. Pardon. Ok, ça marche. Non, mais je me demandais justement, ma question, c'était est-ce que l'ADEME peut nous aider, puisque le gouvernement nous a répondu en incitant Citeo à revoir sa grille. Est-ce que l'ADEME a des sujets, enfin des ressources qui pourraient nous permettre de faire changer cette situation rapidement? Non, mais, enfin, je rebondis, c'est ce qui a été dit par Eric est très vrai. La première chose, c'est d'avoir qualifié effectivement le fait que c'est compostable dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des restes de microplastique ou pas à l'issue du compostage, est-ce que si c'est abandonné à la nature, est-ce que ça va être plus ou moins impactant qu'une bouteille en PET? C'est des questions qu'il faut se poser. Et si on a toute cette grille qui est remplie, après on peut commencer à aller parler à Citeo.
C'est une grande aventure, hein, on en a conscience. France Expérimentation a été cité tout à l'heure. On pilote, comme dans mon poste précédent à Bercy, on a un peu suivi ça. L'enjeu, si vous ne connaissez pas France Expérimentation, l'idée, elle est quand même très belle. C'est, y a-t-il la possibilité temporairement de déroger à une réglementation qui empêche d'innover? C'est beau, non? Bon, alors après, il faut déposer un dossier, il faut effectivement travailler le sujet, travailler un peu l'administration. Ça, nous, on essaye de faire cette intermédiation parce que c'est jamais complètement évident pour quelqu'un qui a produit une réglementation d'admettre qu'à un moment donné, on va pouvoir y déroger. Vous voyez, c'est un peu contre-productif quand même, hein. Donc, il faut un peu accompagner ça. Mais on s'est par exemple aperçu sur les premières expériences de France Expérimentation qu'une grande partie des dossiers qui remontaient émergeaient à plus de 60% comme étant une insuffisance d'information sur un dispositif qui avait déjà évolué et qui ne nécessitait pas de changer, enfin d'avoir une petite différence de réglementation. Donc on s'aperçoit aussi qu'il est important de bien informer, d'avoir ce rôle d'intermédiation, de guichet, d'écosystème, et de faire que les acteurs soient dans des réseaux, se parlent, et finalement que cette intelligence collective appuie le développement de cette innovation et des startups. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de ça. Je vais garder sur la scène Éric Philippon parce qu'on va faire le prix des investisseurs. Merci à toutes et à tous.